Les antifascistes se sont constitués en réaction aux fascistes. Et le jour où il n'y a plus de fascistes, il n'y a plus d'antifascistes. Le jour où il n'y a plus d'antifascistes, malheureusement, il y a encore des fascistes. En fait, moi, je m'en fous. Enfin, pardon, mon sujet, c'est pas, je suis pas en guerre personnelle avec un tel ou un tel. La vérité, c'est que le total gauche, des partis qui se revendiquent de gauche, il a perdu en gros 20 points après le quinquennat de François Hollande. Ça fait depuis 15 ans qu'à la fin, on a dit, mais à la fin, ça va se terminer entre la solution autoritaire ou la solution collectiviste. Bah, on y est. Et ceux qui ont essayé d'être au milieu en disant, non, moi, je suis pas avec les fascistes, mais eux, ils sont pas très très bien, comment ils font. Bah, en fait, ils n'existent pas, ils vont être balayés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Fauteuil. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le coordinateur national de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Bonjour à toutes et tous. On commence toujours avec une question dans le fauteuil. Comment tu t'es retrouvé en politique ? Comment tu t'es arrivé dans la scène politique ? D'abord par un engagement militant. J'étais d'abord... on va dire dans une indignation personnelle qui n'était pas forcément dans une forme d'organisation collective. Et notamment quand j'étais étudiant, où je me suis engagé dans deux batailles qui ont été assez structurantes pour moi. La mobilisation contre le traité constitutionnel européen, le TCE en 2005, où à l'époque il y a eu une grosse campagne populaire avec des initiatives, des réunions publiques, des meetings. Et bon, j'étais intéressé par ce sujet et j'ai commencé à participer à ce type d'initiative. Et puis, à la même période, il y a eu une mobilisation étudiante contre ce qu'on appelait le contrat première embauche, ce qu'on va peut-être appeler demain. Je ne sais pas si ça s'appellera toujours le contrat première embauche, mais j'ai vu que le MEDEF remettait ce sujet sur la table. C'était en gros un contrat précaire pour les jeunes. Et il y avait eu une grosse mobilisation étudiante qui avait gagné, d'ailleurs, qui avait fait reculer le gouvernement, et c'était de Villepin à l'époque. Il y a eu des initiatives, des manifestations, des blocages. Moi, j'ai été étudiant à l'époque à Grenoble et j'ai participé de cette initiative et de ces mobilisations. Et puis en même temps, je trouvais pas forcément de forme politique organisée qui correspondait vraiment à ce que je voulais. Il y avait d'un côté, à l'époque, la gauche du Parti socialiste qui était dominante, mais je trouvais qu'elle avait évidemment renoncé à une perspective de transformation de la société. Puis de l'autre côté, il y avait des partis qui étaient catégorisés comme partis d'extrême gauche, mais qui, je trouve, se posaient pas la question de la stratégie d'accès au pouvoir, se posaient pas la question de comment on fait en sorte d'être majoritaire pour pouvoir effectivement transformer la société. Et donc j'étais un peu en attente, en observation. Puis j'ai lu le bouquin de Jean-Luc Mélenchon qui s'appelait Enquête de gauche, qui était une analyse sur le résultat de l'élection présidentielle de 2007. Et après j'ai rejoint le parti de gauche quand Jean-Luc Mélenchon l'a fondé en quittant le Parti socialiste en 2008. Puis après, petit à petit, j'ai pris des responsabilités. Et puis après, j'étais élu député européen en 2019 et député national en 2022. Et dans ta jeunesse, il n'y avait pas un moment structurant ou influent qui t'a poussé à te politiser ? À un moment, je pense pas. Je pense que c'est un processus plus progressif quand on grandit. Moi, j'étais dans un quartier qui était assez mixte. Il y avait un quartier populaire et puis à côté, il y avait on va pas dire des pavillons, c'était pas des pavillons, mais des petits immeubles, des petites maisons. Et donc, il y avait une forme de mixité sociale à l'école, au collège. Et je trouve que ça m'a aussi renseigné sur les inégalités, les oppressions, les discriminations. Et puis petit à petit, je me suis dit, moi, j'ai pas envie de vivre dans une société qui fonctionne comme ça. Mais avant de passer l'étape de l'engagement collectif, j'ai eu besoin de trouver aussi la forme, le mouvement, le parti, la stratégie qui portait quelque chose qui était conforme avec mes convictions. Tu as parlé en première question de la stratégie du PS et de la stratégie des partis révolutionnaires. Là, on tourne quelques jours après l'annonce d'une nouvelle stratégie de la France Insoumise, notamment avec les nouveaux médias. C'était quoi le sens de cette conférence que Jean-Luc Mélenchon a fait avec les nouveaux médias? Est-ce qu'il y a une volonté maintenant de relancer une bataille culturelle avec d'un côté des médias indépendants, des progressistes, etc., contre des médias plus mainstream? La bataille culturelle, elle est permanente et elle est évidemment indispensable. Il y a cette phrase de Gramsci qui dit que les victoires culturelles précèdent les victoires politiques. Donc évidemment, quand on se pose la question de la transformation de la société,
on doit se poser la question de lutter contre un système et qui a un système qui produit aussi une idéologie qui est une idéologie dominante. Et si vous voulez transformer le système, vous devez saper aussi cette idéologie dominante. Contrairement à ce qu'on croit parfois, le capitalisme, il ne domine pas que par la force, par le pouvoir dur de la répression. Quand la situation se tend, c'est le pouvoir dur de la répression qui maintient la domination capitaliste. Mais pendant des années et des années, le capitalisme, il a dominé par une domination culturelle. C'est les films hollywoodiens, c'est la culture capitaliste qui s'est imposée, la culture de la mondialisation, etc. Donc, évidemment, si vous voulez transformer la société, vous devez mener cette bataille contre l'idéologie dominante. Et parmi les vecteurs de l'idéologie dominante, c'est pas les seuls, puisque je le disais, le vecteur culturel, commercial, c'est un vecteur de l'idéologie dominante aussi. Mais parmi les vecteurs de cette idéologie dominante, bien sûr que le système médiatique tel qu'il est constitué et organisé aujourd'hui en est impuissant. Donc forcément, ça pose la question de comment vous menez la bataille culturelle contre ce système médiatique. Et nous, on a toujours essayé d'avoir une stratégie qui repose sur plusieurs aspects. Un aspect qui est d'aller mener la bataille culturelle aussi dans les médias traditionnels. On le fait, on continuera à le faire, évidemment, même si on sait que c'est pas une arène neutre, qu'on n'y est pas invité pour pouvoir loyalement déployer nos idées et nos propositions, que la ligne idéologique médiatique, elle a un contenu politique. Vous n'y allez pas à égalité avec les autres qui viennent, et je pense que tout le monde qui regarde nos interviews a conscience du fait que, en quelque sorte, il nous est réservé un sort assez particulier. Mais on mène cette bataille-là, parce qu'on considère que c'est aussi comme ça qu'on retourne et on essaye d'utiliser les outils des médias politiques, des médias dominants pour essayer de les retourner contre eux. Mais on a toujours aussi théorisé la nécessité d'un contournement de l'officialité médiatique. Et ce contournement, on le fait par les réseaux numériques, et on le fait aussi puisque émergent maintenant de plus en plus des médias alternatifs qui peuvent être de différentes formes, des médias qui prennent une forme traditionnelle, même s'ils ne le sont pas, y compris dans leur détention capitalistique comme vous, mais aussi parfois ce qu'on peut appeler des nouveaux médias au sens des influenceurs, des gens qui ont des chaînes YouTube, des comptes Instagram, des comptes TikTok, et qui produisent de l'information politique. Et donc l'idée, c'est aussi évidemment, ça participe d'une stratégie de contournement de l'officialité médiatique, mais c'est aussi de s'adapter à l'émergence de ces nouvelles formes médiatiques et de les considérer. Donc effectivement, on a fait cette conférence de presse pour les nouveaux médias, pour leur donner aussi de l'importance, pour les légitimer aussi, et puis à l'inverse, pour pouvoir aussi bénéficier d'autres canaux de circulation de l'information que ceux qui nous sont imposés par les médias dominants, qui bien souvent sont des canaux de circulation de la désinformation. Bon, j'ai vu que ça avait déclenché quelques cris d'orfraie. C'est ce que j'allais dire. Mais bon, en fait, il y a une forme de jalousie, de corporatisme absolument dingue. C'est quand même pas nouveau. Comme j'ai dit en rigolant, j'ai dit, vous inquiétez pas, on fait aussi des conférences de presse pour les vieux médias jaloux. Et on continuera à le faire. Parce que nous, on va mener la bataille culturelle partout. Mais on a quand même le droit aussi d'avoir une conférence de presse qui s'adresse à des nouveaux médias. Et c'est pas nouveau, quand on fait une conférence de presse auprès de la presse internationale, on invite la presse internationale. Bon, après, tout ça s'inscrit dans une période et dans une séquence où, contrairement à ce qu'ils disent, c'est pas nous qui avons un problème relationnel avec les journalistes, c'est peut-être eux qui ont un problème politique avec nous, par contre. Nous, on mène la bataille, on la mène partout. Et oui, on va continuer à essayer d'avoir aussi ce type d'outils, parce qu'on pense que c'est nécessaire pour la pluralité de l'information et la possibilité de chacune et de chacun d'être informé de la meilleure manière possible. Et si vous qui nous regardez, vous voulez nous aider à porter ce projet qu'on a depuis longtemps de mener la bataille culturelle contre l'empire des milliardaires et l'empire médiatique des milliardaires, n'hésitez pas à nous aider pour obtenir un canal TNT sur le canal d'Île-de-France ou le canal national en allant sur soutenez.lemediatv.fr. Je voulais te demander aussi, dans le contexte de justement cet empire médiatique, qu'on a l'impression qu'il est de plus en plus perméable aussi à l'extrême droite et au sujet de l'extrême droite. Est-ce que tu regrettes aussi qu'une partie des médias dits de gauche s'alignent sur des thématiques chères à l'extrême droite, et même qu'en soi, une partie de la gauche aussi a repris
des thèmes et des mots d'extrême droite. Ouais, alors peut-être il faut distinguer deux choses là dans la question. D'abord, il y a une partie du spectre médiatique et parfois même du spectre politique qui, par manque de courage, parfois par lâcheté, par incapacité à résister aussi à la pression, parce que l'émergence du groupe Bolloré, de sa puissance, il a de la puissance, il a une chaîne d'infos, il a des médias, une radio, il a des médias écrits, et l'émergence de ce groupe, en fait, il met la pression sur tous les groupes médiatiques. Et il y a une difficulté aujourd'hui des médias traditionnels, y compris ceux dits de gauche, à résister à cette pression. Parce qu'ils ont peur ensuite qu'on les dénonce ou qu'on mette en cause leur capacité à traiter de tous les sujets. Donc il y a une partie de ça. Et puis après, il y a un autre aspect dans la question, c'est celles et ceux qui pensent ou qui ont cru à un moment que finalement c'est en allant sur le terrain de l'adversaire qu'on pouvait combattre l'adversaire. Et ça, honnêtement, ça n'a jamais marché. Parce qu'une des conditions de la bataille politique, c'est d'essayer quand même d'installer le débat sur les thématiques qui sont les thématiques qui nous sont chères. Donc quand vous commencez à aller travailler sur le terrain de vos adversaires, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à parler des autres sujets. Moi, je veux dire, j'ai pas de problème à parler de n'importe quel sujet. Mais nous, déterminer quelle est la priorité de l'agenda politique, c'est un enjeu politique. Donc, aller aider en quelque sorte la droite la plus radicalisée ou l'extrême droite à imposer son propre agenda politique, c'est évidemment lui donner une centralité dans le débat politique. Donc, après, elle va bénéficier, y compris d'un point de vue électoral ou d'un point de vue culturel. Donc oui, bien sûr, je trouve qu'il y a une forme de lâcheté, d'irresponsabilité et d'incapacité à résister. Et le problème, c'est quand vous êtes dans l'incapacité de résister, vous entraînez pas. En fait, on n'est pas... la bataille culturelle n'est pas perdue, mais si on n'a pas des gens qui font front, qui font bloc, et qui ensuite entraînent, alors ceux qui ont envie de résister, de lutter, ils sont démunis. Et c'est la raison pour laquelle... souvent on dit oui, la France insoumise, sur tel sujet, vous êtes isolés, vous êtes tout seul, parce que dans le champ politique, on serait les seuls à défendre telle ou telle position, et donc on serait pointé du doigt par le reste du champ politique. Mais en fait, c'est pas la question qui est importante. La question importante, c'est de savoir est-ce que vous êtes isolé dans la population, pas est-ce que vous êtes isolé sur la scène politique. Et bien souvent, parce que nous, on tient la ligne de résistance, ça donne de la force à des gens qui ont aussi envie de résister, et donc on agrège. Et donc il y a des gens qui se regroupent autour de nous parce qu'ils disent eux, on peut leur faire confiance pour pas céder aux opérations politiciennes qui sont mises en place par la droite ou l'extrême droite. Et donc je pense que c'est évidemment irresponsable, mais en plus c'est bien souvent une erreur tactique en fait, parce que quand vous commencez à céder aux pressions de l'extrême droite, finalement, à la fin, vous entraînez pas, vous agrégez pas, on vous fait pas confiance, finalement. Et si vous commencez à reprendre à votre compte les thématiques de l'extrême droite, il y a une vieille règle en politique, c'est quand même que les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Tu disais que toi, t'avais aucun problème à parler de n'importe quel sujet. Je te pose la question parce que je me dis que vous avez déjà eu ces conversations tactiques entre vous. Enfin, je pense aux dernières présidentielles. Est-ce que tu as parlé avec, je sais pas, pour le citer, Fabien Roussel, ou peut-être quelques années après François Ruffin, qui ont repris des mots, des termes qui ont été un peu choquants pour la gauche radicale, ou surtout sur des questions liées à l'immigration, sur l'islamophobie, etc. Est-ce que vous avez déjà eu cette discussion stratégique ? Pas vraiment dans ces termes-là. J'ai pas eu cette discussion directe comme ça, mais de ce que je comprends de ce qui semble être leur stratégie, chacun après est libre de... Je veux pas parler à leur place, mais je trouve que ça s'appuie sur une compréhension des mécanismes qui existent dans la société, qui à mon avis est complètement faussée et biaisée, et qui parfois est un renoncement à ce qui doit être l'idée, le principe même de la gauche. En gros, j'ai entendu des gens dire il faut pas parler de tel sujet parce que ça va pas être compris par tout le monde. Mais si vous partez de ce point de vue-là, en fait, vous parlez jamais d'aucun sujet, sauf s'ils sont majoritaires, sur la base des mesures qui sont produites par des outils de mesure de l'opinion qui eux-mêmes sont extrêmement contestables. Je renvoie à Bourdieu sur l'analyse des sondages, est-ce que l'opinion publique existe, etc.
Donc, en fait, c'est d'un certain point de vue renoncer à la transformation de la société. Si vous renoncez à aborder certains thèmes sous prétexte que, a priori, ce seraient des thèmes sur lesquels on considère que on serait pas majoritaire. Le principe du camp de l'émancipation et de la bataille pour l'émancipation à gauche, c'est plutôt de prendre des thèmes et de les rendre majoritaires. Renoncer à s'en emparer sous prétexte qu'ils ne le sont pas. En fait, dans ce cas-là, faut changer de crèmerie, parce que le principe, quand on est dans une gauche de rupture, c'est qu'on veut transformer un système, et un système qui, pour l'instant, a été soutenu majoritairement par une population, parfois sans doute contre ses propres intérêts. Et donc, dans ce cas-là, renoncer à l'idée de changer le système, parce que de toute façon, le système, il est accepté par une majorité de la population. Enfin, tu comprends la logique que je déploie. Donc, il y a, à mon avis, cette idée-là dans certaines positions des personnes que tu as indiquées. Oui, ça va faire trop peur, ça va trop cliver, etc. Il y a cette idée que, finalement, pour gagner une bataille politique, il faudrait être à l'exact point sur lequel toutes les contradictions politiques s'annulent, c'est-à-dire, en gros, fâcher personne. Ouais, je capte. Mais en fait, c'est l'inverse. Ce qui produit le principe de la démocratie, c'est le clivage politique. Oui, il y a la peur du clivage aussi chez. Absolument. Sauf que le renoncement au clivage, en fait, c'est le renoncement, y compris, encore une fois, à la perspective de transformation de la société, et c'est le renoncement à exister politiquement. Parce que vous existez dans la confrontation des points de vue. Et c'est pas grave, c'est ça la démocratie. À la fin, il y a un vote, il y a une majorité, il y a une minorité. Même si vous êtes dans la minorité, on vous demande pas de changer d'avis. Juste, vous acceptez, parce que c'est le principe démocratique dans lequel vous êtes. Donc je pense qu'il y a ça dans le point de vue des personnes sur lesquelles tu m'interroges. Et puis, sans doute qu'il y a aussi une vision qui est une vision caricaturale, méprisante, de ce qu'est la classe ouvrière un peu fantasmée. Oui. Cette idée que finalement, qui est absolument fausse en plus, qui correspond à rien, y compris des études sociales, sociologiques, cette idée que la classe ouvrière, ce serait une classe ouvrière blanche, pas concernée par les mécanismes de discrimination, qui en gros serait la classe ouvrière du capitalisme des années 60 et 70. Mais pardon, le capitalisme, il a changé de forme. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là, ça veut dire qu'il a changé de forme. Et donc ces mécanismes d'oppression, ils ont aussi changé de forme. Il y en a qui demeurent, mais il y en a d'autres qui se sont étendus. Et que l'oppression sur le lieu de travail demeure, évidemment, mais que le capitalisme, il modèle pas seulement la relation de travail, il modèle aussi l'organisation de l'espace, il modèle les relations entre les États à l'échelle internationale, et il produit des systèmes de domination qui peuvent être appuyés sur le genre, sur l'origine, sur la couleur de peau, etc., et sur les discriminations. Et ne pas comprendre ça, ne pas comprendre que la classe ouvrière, elle est aussi à l'image de la population, qu'on n'est plus dans le moment dans lequel il y avait des grands centres ouvriers, dans lequel il y avait 30 000, 40 000, 50 000 ouvriers, dans lequel, évidemment, l'émergence d'une conscience de classe, elle se faisait d'abord à partir de la position dans la relation de travail. Qu'aujourd'hui, cette émergence de conscience de classe, évidemment, elle doit s'appuyer sur la conflictualité dans le travail, mais aussi sur les autres formes d'oppression capitaliste. Aussi, on est divisé. C'est ne rien comprendre. Et aussi, on est divisé. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de travail individuel. Les livreurs, Bien sûr. C'est ça, le changement de forme du capitalisme. C'est-à-dire comment il y a eu une sorte d'individualisation des parcours d'oppression. Il y a une sous-traitance par en cascade qui réduit y compris les capacités de résistance. Vous avez l'auto-entrepreneuriat. Et finalement, la société, elle est beaucoup plus atomisée. Donc beaucoup plus individualisé dans les situations de vie. Donc c'est plus difficile de faire comprendre et de faire prendre conscience que vous avez une même condition sociale que vos voisins ou vos voisines. Ça, c'est le point négatif. Le point positif, c'est qu'elle est aussi beaucoup plus interconnectée. Les gens c'est plus atomique, mais ils ont plus d'interconnexion. Et donc c'est aussi plus facile d'avoir des échanges, des interactions qui permettent de construire aussi ces formes de solidarité. Donc voilà, il faut se battre avec les éléments du contexte tel qu'il est, pas en ayant une vision fantasmée de la bataille politique qui correspond à plus rien et qui conduit à considérer qu'il y a certaines oppressions qu'il faudrait en quelque sorte reléguer au second plan parce qu'elles ne seraient pas de nature à permettre l'émergence d'un acteur politique révolutionnaire. C'est faux, c'est daté et ça ne marchera pas. Donc moi, je n'ai pas eu de discussion directe avec eux, mais si je l'avais, voilà ce que je leur dirais. C'est clair. Si tu veux, on peut les inviter à faire la discussion sur le plateau du Média. On est en pleine période municipale et on vient de parler de justement ces différentes stratégies qui existent à gauche. Je voulais te demander comment tu définirais la gauche en
en 2026, aussi parce qu'il y a beaucoup de contestations de ce terme. Certains parlent de camp progressiste, enfin, qui vont assez loin dans les termes utilisés, et surtout parce que on est dans une période où il y a beaucoup de débats sur l'union de la gauche, et où des fois on intègre des personnalités qui, par exemple, ici, on pourrait contester de leur attribuer le label de gauche, typiquement François Hollande. Enfin, qu'est-ce qui, pour toi, permet de qualifier quelqu'un ou un mouvement de gauche ou non? Franchement, je vais répondre à la question, mais je la trouve, je la trouve en fait Nul. un peu accessoire. Okay. C'est-à-dire dans le sens où mon sujet, c'est moins de savoir si quelqu'un est de gauche, n'est pas de gauche, comme si c'était en quelque sorte un label de pureté ou de bonté, tu vois. Moi, c'est pas vraiment mon sujet. J'imagine que François Hollande, lui, il considère qu'il est de gauche. Moi, du point de vue de ce qui me semble être aujourd'hui les engagements de la gauche, c'est-à-dire la rupture avec un système capitaliste d'oppression qui opprime à la fois les êtres humains et la nature, et donc la nécessité de reprendre la main, le pouvoir par rapport à ce système-là, et donc de tourner la page de ce système-là. Je trouve que le programme politique et la stratégie politique de François Hollande n'y correspond pas. Mais franchement, je suis qui pour dire toi t'es de gauche, t'es pas de gauche. À la limite, c'est pas vraiment mon sujet. Mon sujet, par contre, c'est comment on arrive à constituer, puisque nous on est partisans de ce qu'on appelle la révolution citoyenne. La révolution citoyenne, c'est la révolution avec une prise du pouvoir par les urnes. Ça ne veut pas dire qu'on dénie l'importance, la nécessité des luttes sociales, écologiques, démocratiques, antiracistes, des mobilisations populaires, évidemment, des mécanismes d'auto-organisation populaire, etc. Tout ça participe du même bloc, mais qu'on considère que la bataille électorale est un outil qui permet la conquête du pouvoir pour transformer radicalement la société. Moi, finalement, la question que je me pose, c'est comment on est en capacité de réunir une majorité populaire autour de ce programme et de ce projet. Et je ne crois pas que François Hollande ait quelque importance que ce soit sur ce sujet, finalement. Et donc, notre question, c'est comment on réunit largement et comment, d'une majorité qui est une majorité sociologique, parce qu'il y a une majorité sociologique qui a intérêt avec la rupture avec le système capitaliste aujourd'hui en France, comment on en fait une majorité électorale et populaire? C'est ça la question qui est la question centrale. Et pour faire ça, nous, on a toujours théorisé à la France Insoumise ce qu'on a appelé la stratégie du 4e bloc, c'est-à-dire l'idée que cette ressource pour devenir majoritaire, elle se trouvait dans l'abstention, et en particulier dans l'abstention, dans les zones populaires, dans les quartiers populaires, là où on considère que pour des raisons qu'on peut évidemment comprendre, de déception, de trahison, de sentiment de ne pas être représenté, vous avez des centaines de milliers, des millions d'électrices et d'électeurs qui, au moment de la bataille électorale, ne viennent pas forcément voter parce qu'ils ont le sentiment que ça va pas marcher, que ça va servir à rien, qu'ils font pas confiance, etc. Et corrige-moi si je me trompe, c'est ça qui crée une sorte de séparation stratégique entre vous et le reste de la gauche, parce que du coup on a l'impression qu'à chaque élection, la France Insoumise mise sur l'idée d'aller convaincre de nouveaux électeurs, et le reste s'adapte à l'électorat existant, et donc se dit, je vais peut-être me rapprocher des idéaux macronistes pour aller les chercher, j'ai l'impression qu'il y a un statu quo qui se fait dans des élections par le reste des partis de gauche qui se disent l'électorat c'est ça, ça ne peut pas bouger, donc je vais aller c'est assez juste, je pense. C'est assez juste, je pense. D'ailleurs, c'est intéressant comme discussion et comme question, parce que ça met à distance le traitement qui est souvent celui des médias traditionnels sur ce sujet, qui est de tout renvoyer à des questions personnelles, des batailles d'ego. En fait, moi, je m'en fous. Enfin, pardon, mon sujet, c'est pas, je suis pas en guerre personnelle avec un tel ou un tel. On a une stratégie politique, et on considère que la stratégie politique qu'on déploie, c'est celle qui nous permettrait de gagner pour transformer la société. Et puis d'autres ont sans doute une autre stratégie. Mais c'est vrai que bien souvent, dans les campagnes électorales, pour en avoir fait certaines, avec y compris ou en lien avec des formations politiques du centre-gauche, il y a cette idée, en gros, l'élection, elle se gagne au centre, parce que, de toute façon, dans l'abstention, on n'y arrivera pas, c'est trop compliqué, on n'arrivera pas à aller chercher les électrices et les électeurs. Et en fait, cette logique politique qui se déploie après dans la stratégie politique générale, elle revient à, en quelque sorte, j'ai envie de dire, conditionner
le programme politique en le calquant d'abord dans la réponse aux problématiques et aux préoccupations des catégories sociales, on va dire intermédiaires, pour être poli, et ensuite, en quelque sorte, que les problématiques des catégories populaires, bon, bah, s'ils viennent voter, de toute façon, ils voteront pas, ou s'ils viennent voter, de toute façon, ils n'auront pas le choix, ils voteront pour ça, etc. Et effectivement, là, je pense que c'est une divergence majeure avec la France Insoumise qui essaye précisément de faire l'inverse, c'est-à-dire d'abord d'avoir un programme qui est un programme rupturiste qui met en mouvement les catégories populaires, et considérant ensuite que vous avez une partie, parce que vous ne gagnez pas l'élection qu'avec des catégories populaires, mais considérant ensuite que vous avez une partie des classes moyennes, on utilise parfois ce terme, qui se diront ah bah finalement ce projet-là de transformation de la société, il fait aussi mes affaires à moi. Et oui, je pense que c'est une distinction assez majeure. Et ça s'est vu par exemple dans l'élection présidentielle de 2022, ça se déployait y compris en termes de stratégie électorale, c'est-à-dire le plan par exemple de quelqu'un comme Jadot ou même comme Hidalgo, c'était de se disputer le leadership sur le centre-gauche, espérer par là même devenir en tête des intentions de vote à gauche, et considérer que de toute façon les catégories populaires, elles votent toujours à gauche, parce qu'elles ont toujours voté à gauche, ce qui n'est pas vrai, parce qu'au bout d'un moment, si vous les trahissez, ben, elles votent plus. Parce qu'en fait, il y a une forme de mépris en fait qui est considéré à dire bon, de toute façon ils sont à nous. Bah non, c'est pas à nous. D'abord, personne n'est à qui que ce soit. Et en fait, les gens, faut qu'ils s'engagent, et pour qu'ils s'engagent, il faut leur parler, il faut parler de leurs problèmes, de leurs préoccupations, il faut prendre en compte aussi leurs thématiques, et il faut leur donner une place centrale. Donc oui, je pense que c'est assez juste comme distinction. Et nous, on continue à considérer que, attention, que les choses soient claires. Moi, je dis pas qu'à la fin, la coalition électorale victorieuse, pour parler d'un point de vue purement électoraliste, elle soit seulement des catégories populaires. Je pense qu'il faut... et d'ailleurs, une des caractéristiques du capitalisme dans la période actuelle, c'est qu'il y a une partie des classes dites moyennes qui étaient plutôt ascendantes dans une période du capitalisme des années 70 et 80, et qui est plutôt dans une logique descendante maintenant, et qui donc a intérêt aussi à ce programme de transformation radicale de la société. En tout cas, stratégiquement, si c'était une analyse stratégique fausse, la France Insoumise n'existerait pas, étant donné qu'elle se construit aussi à partir d'un bloc abstentionniste en soi. Oui, et puis bien souvent, pardon, j'insiste, mais souvent, quand on nous critique à gauche, il y a cette critique, et franchement la critique de la mauvaise foi absolue, qui consiste à dire oui, la France Insoumise, vous êtes un boulet pour la gauche, etc. J'ai entendu ça là récemment. En gros, c'est vous qui empêchez à la gauche de progresser, etc. Mais en fait, pardon, mais c'est exactement l'inverse. Et ça, c'est pas juste un point de vue ou des opinions qu'on pourrait s'envoyer les uns les autres à la figure. C'est juste une analyse toute simple des résultats électoraux. La vérité, c'est que le total gauche des partis qui se revendiquent de gauche, il a perdu en gros 20 points après le quinquennat de François Hollande. 20 points entre l'élection présidentielle de 2012 et l'élection présidentielle de 2017. Et donc, si aujourd'hui la gauche, elle est électoralement pas majoritaire, c'est parce qu'on a perdu ces 20 points. Et depuis 2017, ceux qui ont permis au total gauche de reprogresser, alors on n'a pas tout récupéré, c'est vrai, mais c'est nous. Enfin, je veux dire, ceux qui ont gagné des voix, par exemple, la dernière élection européenne, en ramenant dans le vote des électrices et des électeurs qui n'y allaient plus, c'est nous. Et c'est pas les autres. Donc, pardon, mais s'il y a eu un boulet pour la gauche, c'est plutôt l'héritage du quinquennat de François Hollande qui nous a fait effectivement beaucoup de mal. Des promesses non tenues, des engagements non respectés, qui ont conduit à ce que pendant des années et des années, il y a des gens qui se sont dit bah, si finalement la gauche, quand elle est au pouvoir, elle fait globalement la même chose que la droite, je vois pas pourquoi je vais leur faire confiance à l'élection d'après. Et nous, c'est contre ça qu'on lutte. Ce qui se tient en soi pour quelqu'un de la classe populaire qui se dit la gauche a rien fait pour moi. Mais bien sûr que ça se tient. J'irai voter. Il y a une phrase de Einstein qui dit une des caractéristiques de la folie, c'est de faire plusieurs fois la même chose en espérant un résultat différent. Si vous avez l'impression qu'une fois ça a servi à rien, 2 fois ça a servi à rien, je vois pas pourquoi la 3e fois vous irez. Pour ça, moi je dis souvent, en fait, on n'est pas coupable de l'abstention, on en est généralement victime. Maintenant, notre question à nous, c'est dans ce contexte-là, comment on reconstruit des liens de confiance. Et c'est pourquoi aussi ça a été très important pour nous, les Insoumis, de jamais céder aux injonctions médiatiques, à nous taire, en quelque sorte à polisser ou à lisser notre discours pour complaire aux médias traditionnels et à l'idéologie dominante. Parce que, en fait, si vous faites ça, vous perdez la confiance des électrices et des électeurs. Nous, en fait, la seule question qu'on se pose quand on prend une position politique, c'est pas de savoir si elle va nous attirer les bonnes grâces du système médiatique, c'est de savoir si elle est juste du point de vue des principes politiques qui sont les nôtres, et c'est de savoir si elle correspond à la parole qu'on a donnée aux électrices et aux électeurs. Et si on peut sans aucun doute avoir des désaccords avec la France Insoumise, vous trouverez pas un seul sujet sur lequel
la France insoumise n'a pas respecté la parole qu'elle a donnée aux électrices et aux électeurs au moment des dernières échéances électorales. Tu as parlé des questions antiracistes en fond de plusieurs réponses. On a reçu Daniel Obono ici et on avait parlé de ça. Tu étais au PG depuis le début. Ouais. Tu as accompagné aussi une forme d'évolution de la France insoumise sur ces questions-là. Oui. Si tu me corriges si je me trompe, mais bien sûr. il y a une véritable centralité des questions antiracistes maintenant à la France insoumise, ce qui, pour beaucoup à gauche, est un souffle d'air frais. Comment cette évolution s'est passée et pourquoi maintenant la centralité des questions antiracistes est aussi importante justement? Bon, d'abord, oui, c'est vrai qu'il y a eu une évolution, une meilleure prise en charge d'un certain nombre de sujets. La question de la bataille antiraciste en fait évidemment partie, mais pas seulement. Pour prendre un autre exemple, il y a eu une évolution de l'articulation entre la question sociale et la question écologique. Et heureusement, en fait, parce que le parti de gauche, puis ensuite la France insoumise, n'avait pas vocation à être des objets figés dans le temps. Et d'ailleurs, souvent, on fait beaucoup de reproches à Jean-Luc Mélenchon dans les médias, mais s'il y a quand même quelque chose qu'on peut au moins lui reconnaître, c'est d'avoir cette forme de compréhension et de capacité aussi à évoluer au regard aussi de comment évoluer un certain nombre de questions, leur importance relative, etc. Donc, je pense que c'est une évolution assez progressive et il y a une forme d'histoire d'œuf et de la poule aussi. C'est-à-dire, bien souvent, on dit oui, mais les formations politiques aujourd'hui, même la France insoumise, elle n'est pas encore exactement à l'image de son électorat, y compris dans sa composition, ce qui est vrai. Et en même temps, le problème est toujours le même, c'est-à-dire que moins vous avez une composition interne de votre organisation qui est directement concernée par telle ou telle forme de racisme et de discrimination, moins vous la prenez en charge, et à l'inverse, plus vous la prenez en charge. Donc je pense qu'on a beaucoup travaillé aussi sur cette question-là, sur la question de la représentation, sur la question de la prise en charge de ces questions, et sur la nécessité de leur donner, oui, un rôle central, mais pour être clair, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, ça ne veut pas dire plus central que la confrontation sociale, que la question féministe, etc. Sûr. C'est plutôt, au contraire, en fait, c'est plutôt sortir de l'idée qui a été une des matrices de la gauche, y compris pendant tout le XXe siècle, que finalement, il y a la question de l'oppression économique et que toutes les autres questions, elles lui sont conditionnées. Ou elles sont sous-jacentes. L'universalisme, on est tous... l'universalisme en soi, c'est pas un gros mot, mais l'idée de faire disparaître la question raciale, les questions de différence, etc., et de dire... Ouais, mais moi, je le pose plutôt comme... moi, je suis matérialiste, je me revendique du marxisme. Je pense que dans la base politique de la France insoumise, il y a ça aussi. Mais il y a eu, à un moment, dans les partis de gauche, une lecture un peu réductrice, d'ailleurs, et un peu mécanique de Marx, qui consistait à dire, finalement, tout ce qui n'est pas la question de l'oppression économique n'est pas vraiment une oppression, ou elle est conditionnée à l'oppression économique. Et si on résout le problème de l'oppression économique, on résoudra le problème de toutes les oppressions. Et je pense notre évolution, elle est plutôt sur ce qu'on a appelé l'intersectionnalité, c'est-à-dire la capacité à comprendre les articulations entre les différentes formes de domination, et notre capacité à comprendre que, ce que je disais tout à l'heure en introduction, le capitalisme, il ne génère pas qu'une domination économique. Il génère une domination géographique dans sa capacité à modeler, à occuper l'espace. Il génère une domination, y compris racialisée. Je fais toujours attention parce que nous, on n'utilise pas le mot de race, mais on identifie comment certains sont renvoyés et sont racialisés. Et donc, le capitalisme, il produit aussi cette forme de domination, comme sur le genre, etc. Et je pense qu'à la France insoumise, on a aussi pris en charge, par des liens aussi avec des intellectuels qui travaillaient sur le sujet, par sans doute un meilleur travail commun aussi dans des luttes, dans des mobilisations, avec des militantes et des militants traditionnels des quartiers populaires qui ont porté aussi et fait monter ces problématiques. Et moi, on n'est pas parfait, on n'est pas géniaux, on réfléchit mieux quand on est plusieurs à réfléchir. Et donc, le fait qu'il y ait eu des actrices, des acteurs comme, je sais pas, pour prendre un exemple, les mobilisations à Damas, je pense que ça a aidé à la prise en charge. Qu'il y ait eu la manifestation contre l'islamophobie, ça a aidé à prendre en compte ce sujet. Qu'on ait eu des liens avec des gens du collectif On s'en mêle, qui sont des gens traditionnels des luttes des quartiers populaires depuis les années 70, 80, 90. Tout ça, ça nous a aidés. Et c'est vrai que sans doute que dans les formations
politiques, y compris dans leur bagage, dans leur culture. Par exemple, cette question-là de la prise en compte des luttes des quartiers populaires était assez peu présente. J'ai l'impression que je te pose la question parce que j'ai l'impression que ce soit NUPES ou NFP, le clivage et la rupture s'est construit sur soit des questions antiracistes, soit des questions liées à des populations, soit des questions qui touchaient beaucoup les populations arabes et racisées en France. L'exemple de la Palestine, évidemment, qui nous touche profondément toutes les personnes racisées en France. La mort de Naël, l'antifascisme actuellement. Là, on sent qu'il y a un clivage qui s'est consommé là-dessus dans l'union de la gauche construite par la NUPES et le NFP. Est-ce que c'est une différence de stratégie ou à la fin c'est une différence de nature politique, il y a une différence de fond que vous n'arrivez pas à concilier, quoi? Je pense d'abord, je ne sais pas si on peut vraiment distinguer une différence de stratégie, une différence de nature, parce que quand par stratégie, on refuse de prendre en charge telle ou telle question, à la fin, finalement, ça devient une différence de nature, puisqu'on ne les porte plus, donc c'est plus dans notre nature, enfin, si on peut parler comme ça. Je ne sais pas s'il y a vraiment de la nature, mais en tout cas, dans notre identité politique. Sans doute que pour certains, il y a une difficulté à assumer une confrontation. Ça revient un petit peu à la discussion qu'on avait au début sur les prises de position, la stratégie de Fabien Roussel, de François Ruffin, etc. Il y a cette idée que il y a des sujets qui vont créer de la polémique, et comme ça va créer de la polémique, il ne faut pas en parler. Mais ce qui devrait créer la polémique, c'est pas qu'on parle du sujet, c'est que ça existe. Ce qui devrait créer la polémique, c'est pas le fait qu'on dénonce les violences policières, c'est qu'il y ait des violences policières. Et comme la droite et l'extrême droite, elles mènent aussi une bataille culturelle. Tout le monde mène une bataille culturelle. Et donc, quand vous dites il y a des violences policières, et quand vous dites oui, dans certaines circonstances, la police tue, et c'est pas juste un problème de comportement individuel d'une bavure, mais il y a un caractère systémique parce qu'il y a une impunité qui est organisée ensuite pour empêcher, y compris de déterminer les responsabilités, parce que les premières réponses c'est non, c'était un accident, non, ça s'est pas passé comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait des vidéos qui sortent, etc. La droite et l'extrême droite, elle mène une bataille politique sur ce sujet. Et en face, vous avez des actrices et des acteurs qui, finalement, veulent pas mener cette bataille politique et qui se disent parfois par lâcheté, parfois par opportunisme politique, finalement, comme la France Insoumise, elle est dans la polémique parce qu'elle n'a pas voulu lâcher l'affaire sur ce sujet, plutôt que de faire le bloc et faire front avec eux, on va peut-être essayer d'en profiter en les affaiblissant et en contribuant à leur taper dessus, qui est vraiment la recette, évidemment, la plus absurde. C'est la fameuse phrase du pasteur Niemöller, c'est quand je suis venu chercher quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien fait, j'étais pas communiste, etc. Et à la fin, quand on vient vous chercher vous, il y a plus personne pour vous défendre. On le voit avec les écolos qui sont régulièrement la cible maintenant et ça affaiblit le bloc. Et ça donne le point à une campagne de calomnie de la droite et de l'extrême droite. Je veux dire, on parle de la Palestine, on a essayé de nous taper dessus parce qu'on a dit le 7 octobre, ça s'appelle des crimes de guerre. Enfin, pardon, c'est la définition, voire peut-être des crimes contre l'humanité. Pardon, c'est la définition du droit international. Vous condamnez pas. Pardon, si je veux pas condamner quelqu'un, je dis pas qu'il a fait des crimes de guerre. Je veux dire, c'est absurde. Plutôt que, parce que normalement, la gauche, sa boussole, sa référence en matière de relations internationales, c'est de défendre le droit international, qui est certes imparfait, certes pas suffisamment respecté, mais c'est d'essayer de s'appuyer là-dessus, de pas laisser. C'est le fascisme, la loi du plus fort à l'échelle internationale. Bon, et plutôt que de dire oui, c'est la définition du droit international, etc., on va cotiser aux campagnes de dénigrement contre la France insoumise. Donc moi, je sais pas si c'est une différence de stratégie, une différence de nature, mais en fait, peu importe, à la fin, ça produit la même chose. C'est qu'il y a des problématiques qui sont pas défendues, pas prises en charge, pas prises en compte, défendues de manière ambiguë, et ça aide pas d'abord à ce que les personnes concernées aient une force politique et un programme politique qui puissent gagner et qui répondent aux problématiques. Parce que, pardon, moi, mon objectif, c'est pas juste de dénoncer les violences policières, c'est de mettre un terme aux violences policières. Et pour ça, il faut prendre le pouvoir et nettoyer la police de la cave au grenier.
Et pour ça, il faut gagner. Donc voilà, je suis parti peut-être un peu loin de la question, mais Non, ça fait pour moi, partie c'est du fauteuil, problématique. c'est l'idée. Pour moi, c'est problématique et je ne sais pas si c'est une différence de nature et de stratégie. Et à la limite, peu importe, parce que dans tous les cas, c'est problématique. Et bah, du coup, tu as parlé toi-même de la citation d'Einstein. Est-ce qu'une alliance est toujours possible? Est-ce que ça ne serait pas répéter la même erreur et de se retrouver... Enfin, je te pose la question parce que c'était un peu le fil rouge de cet entretien. Est-ce que pour toi, ça pourrait encore exister pour les prochaines législatives, pour les prochaines présidentielles, etc. Mais bon, d'abord, moi, je vais dire que quand on a fait la NUPES en 2022, on a pu le faire précisément parce que l'élection présidentielle avait donné à la France insoumise la capacité de produire un rassemblement sur une ligne politique de rupture. Okay. On l'a fait parce que le programme politique du rassemblement était un programme politique de rupture. Et parce que les électrices et les électeurs nous avaient donné la force électorale pour dire si vous voulez un rassemblement, c'est autour de ces questions-là que ce rassemblement doit avoir lieu. D'ailleurs, dans le programme de la NUPES, comme dans le programme du NFP, il y avait par exemple le fait de revenir sur la loi Cazeneuve, sur faciliter les tirs, notamment sur les qui a produit beaucoup de morts suite à des refus d'obtempérer. Il y avait, peut-être pas tous les sujets, mais sur les questions antiracistes, de dénonciation des violences policières, de lutte contre l'islamophobie, il y avait l'essentiel des marqueurs. Et c'est les autres qui sont venus sur ces positions-là. Alors, on peut dire oui, mais ils n'étaient pas sincères, c'était juste pour garder des postes et tout. Peut-être que pour certains d'entre eux, c'est vrai. Mais nous, en fait, la question politique qu'on doit se poser, c'est la question de qu'est-ce qui nous permet de ramener une majorité populaire sur la base de ce contenu programmatique. L'union, elle peut avoir différentes formes. Nous, on a besoin d'une union populaire. Parfois, il y a des circonstances dans lesquelles c'est les appareils politiques qui se rassemblent. Bon, moi, là, je vois bien qu'avec au moins certains d'entre eux, ils sont partis sur une orientation politique qui n'a rien d'une orientation politique de rupture. Et je ne vois pas dans quelle mesure le rassemblement avec ces formations politiques-là pourrait s'opérer. Maintenant, il ne faut pas pour autant renoncer à s'adresser aux électrices et aux électeurs, à celles et ceux qui peut-être à un moment ont dit je vais voter pour eux, je sais pas, des écologistes qui se disent moi je suis écologiste, je vote Europe Écologie, de leur dire ouais mais regarde, comment tu peux croire que tu peux avoir un programme écologique crédible si tu poses pas la question de la rupture avec le système capitaliste qui opprime, qui domine la planète, qui détruit l'environnement. Non, tu peux pas. Donc, si tu as une écologie qui est une écologie consciente, ça doit se faire autour d'un programme qui est un programme de rupture. Donc, venez le construire avec nous. Et d'ailleurs, c'est ce que font un certain nombre de personnes. Ils ont constitué les Verts populaires. Ils le font aux élections municipales. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut garder une vision qui est une vision... Nous, on ne cherche pas à dire on est les premiers à avoir eu raison et donc c'est nous qui sommes les gardiens du temple. C'est pas mon sujet, moi. Mon sujet, c'est comment on constitue une majorité électorale. Donc, je parle à tous les électrices et à tous les électeurs. Et je leur dis, si vous voulez transformer la société et répondre aux grands défis qui sont les grands défis d'aujourd'hui, il faut un programme de rupture. Et ce programme de rupture, aujourd'hui, il est porté par la France insoumise. Si certaines autres formations politiques veulent le porter avec nous dans la perspective présidentielle législative, on le portera avec eux. Mais à partir du moment où on est clair sur le programme, clair sur la stratégie, qu'on n'a pas peur de la confrontation et de la conflictualité, et qu'on n'abandonne pas nos marqueurs et nos identités fondamentales sous pression des médias dominants, de la droite ou de l'extrême droite. Parce que ça, c'est la défaite garantie et assurée à la fin. Si on veut gagner l'élection présidentielle, on ne gagnera pas sur le moins-disant, le plus petit dénominateur commun. On veut faire peur à personne. La seule manière, y compris de battre l'extrême droite à l'élection présidentielle, c'est d'avoir une mobilisation puissante du peuple français, de la jeunesse, des quartiers populaires. Et ça, vous ne le faites pas sur une ligne au plus petit dénominateur commun. Vous le faites sur une ligne qui est une ligne de transformation et une ligne qui n'a pas peur de poser les problèmes là où ils sont et de dire comment on va les résoudre. On parle de pression médiatique. La séquence actuelle est très spéciale aussi parce qu'il y a une grosse pression sur l'antifascisme, grosse tentative aussi de criminaliser l'antifascisme. Est-ce qu'on est dans une période de bascule ? Quand on est dans des moments comme ça, il faut aussi prendre un peu de hauteur et regarder qu'en fait, c'est pas non plus des séquences qui sont des séquences inédites dans l'histoire. Et ça nous donne des repères historiques pour comprendre. L'instrumentalisation de la mort d'un militant d'extrême droite, c'est des figures qui ont déjà existé dans l'histoire.
Et une des caractéristiques du fascisme, évidemment, c'est de grandir sur le brouillage absolu des repères et donc sur le renversement, l'inversion permanente des culpabilités. C'est-à-dire, c'est pas nous les violents, alors que le fascisme est un projet violent qui vise à imposer par la force un projet violent d'oppression, raciste, homophobe, etc. Non, c'est pas nous les violents, c'est les autres. C'est pas nous les antisémites, alors que le programme du Rassemblement national, l'identité politique, l'ADN politique du Rassemblement national, ça a été la question de l'antisémitisme. Et que ça l'est encore. C'est juste qu'ils ont trouvé une autre forme d'oppression qui peut mettre devant pour l'instant. Mais ça évidemment, elle fameuses brebis égarées. Exactement. Quand il y en a 50, c'est plus vraiment la brebis. Le problème, c'est le troupeau. Hein. Mais donc, quand on est dans ce moment-là, le moment du brouillage absolu des repères, oui, bien sûr qu'on est dans une bascule. Et sans doute une des caractéristiques de la bascule, c'est quand il y a une partie des élites économiques qui, à un moment, parce que le système de la démocratie dite libérale n'est plus en mesure d'assurer la sauvegarde de leurs intérêts, de leur domination, se tourne vers des partis dits autoritaires. Et là, si vous n'avez pas vu que, par exemple, Bardella est en train de rencontrer tous les dirigeants des entreprises du CAC 40, si on ne voit pas ce qui se passe dans les médias, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a Bolloré, mais qu'il y a une partie des grands milliardaires qui commencent à se tourner dans cette direction-là, c'est qu'on n'a pas compris dans quelle période on est en train de vivre. Donc oui, bien sûr, il y a une partie des élites politiques, médiatiques, en France, qui choisissent l'extrême droite, qui considèrent qu'après Macron, s'ils veulent conserver leurs privilèges, leurs intérêts, ils choisissent l'extrême droite, ils choisissent la solution autoritaire, ils choisissent le fascisme. Et c'est pas un mouvement qu'on observe qu'en France, c'est un mouvement qu'on observe à l'échelle internationale. Y compris, on va pas rentrer dans cette discussion, avec sans doute l'émergence de nouveaux acteurs capitalistes, de ce que Cédric Durand, là, dans un bouquin qui a été publié à l'Institut Labo ici, parle de techno-féodalisme, qui a un lien, à mon avis, aussi avec cette nouvelle forme d'émergence, le fait qu'ils choisissent la solution autoritaire. Donc oui, on est là-dedans. Quand vous avez quand même la dirigeante, la candidate à Marseille du parti dit les Républicains qui arrive à dire dans un débat la devise, le slogan pétainiste, quand vous avez Berger, Aurore Berger, qui dit vous êtes l'anti-France, qui est l'anti-France forgé par Maurras. Il y a même eu un appel à créer un cordon sanitaire autour de la France insoumise avec le RN. Mais c'est nous le cordon sanitaire, c'est pas eux. Enfin, quand vous mettez un cordon sanitaire, vous mettez pas avec les malades. Vous mettez... Donc évidemment qu'on est dans ce moment-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi, franchement, c'est particulièrement irresponsable de la part de ceux qui, à gauche, ont cru bon de cotiser à la campagne visant à dénigrer l'antifascisme. Et notamment, il y a eu ce truc qui, à mon avis, est une faute majeure, de mettre sur le même plan, dans une même phrase, c'était sur une note de blog d'Olivier Faure, des groupes fascistes et des groupes antifascistes, qu'il a corrigé ensuite, la preuve que lui-même s'est rendu compte que c'était une erreur majeure. Mais en fait... Pardon, mais les antifascistes se sont constitués en réaction aux fascistes. Et le jour où il n'y a plus de fascistes, il n'y a plus d'antifascistes. Le jour où il n'y a plus d'antifascistes, malheureusement, il y a encore des fascistes. Vous voyez ? Donc il ne faut jamais mettre sur le même plan l'antifascisme et le fascisme. Et donc nous, on a soutenu, on soutient, et on continuera à soutenir les antifascistes, évidemment. Et je pense que ces gens-là font une faute majeure, et ils font une faute pour eux d'ailleurs, parce que, en quelque sorte, renoncer à la question de l'antifascisme, et en gros laisser la France insoumise avec d'autres formations, mais surtout la France insoumise en première ligne comme étant un peu la seule formation qui revendique son antifascisme. L'antifascisme, c'est une ligne de clivage très large qui existe dans la société française. Et ça produit des gens qui nous rejoignent parce qu'ils disent c'est là que ça se passe. Et on a fait un plateau ici avec la gauche révolutionnaire qui ont fait bloc aux côtés de la France insoumise pour le coup sur ce sujet spécifiquement, qui avait une parole plutôt générale à la gauche révolutionnaire où on disait l'antifascisme, on ne peut pas le criminaliser, quoi. Bien sûr. Sur cette note peu positive, mais je sais pas si elle est pas positive parce que, pardon, excuse-moi, après je te laisse poser ta question, mais je veux dire, tout ça agit aussi comme des moments de clarification politique. Pas parce qu'on fait pas des paris, parce qu'on a une analyse des grandes évolutions de la société, qu'on voit que le modèle, la mondialisation libérale classique et de ce qu'ils appellent la démocratie libérale, tout ça devrait être, mériterait d'être discuté d'ailleurs,
est dans l'impasse, en fait. Tout le monde le voit. Donc, ça fait depuis 15 ans qu'à la fin, on a dit, mais à la fin, ça va se terminer entre la solution autoritaire ou la solution collectiviste. Bah, on y est, ça y vient. Donc, en fait, moi, je dis aux gens qui nous écoutent, maintenant, on peut pas rester sur le bord du chemin. Il faut choisir son camp. Il y a que deux côtés, en quelque sorte. Et ceux qui ont essayé d'être au milieu en disant, non, moi, je suis pas avec les fascistes, mais eux, ils sont pas très, très bien, comment ils font. Bah, en fait, ils existent pas, ils vont être balayés. À la fin, ce sera eux contre nous, comme je crois, disait je crois. Par contre, là, oui, il faut gagner. Parce que ça va être la bataille qui va être la bataille évidemment la plus importante. Et on peut gagner que si tout le monde s'y met. Sur cette note, avec plus d'espoir. On va passer à la partie qu'on fait tout le temps au fauteuil. C'est une partie culture à la fin, un peu plus légère. Je t'ai briefé. Même si j'avais la moitié des questions que j'ai pas pu poser. On refera une édition 2. Ah bah, je regarde ta collaboratrice en ce moment même. On refera ça. Je voulais te demander, du coup, 3 albums que tu pourrais écouter en boucle cette année. Alors moi, je suis un peu old school. Pas de souci. On est très old school. Funky Family, si Dieu veut. Shuriken, où je vis. Oh waouh. Ah, old school, j'ai dit. De Mars, on part en croisade contre l'état avare. Représente les cartes du sang, du blanc, France et Navarre. Regard sous pétard. Comme au premier jour de cours, où tour à tour les mecs te matent, claquent pas des genoux, t'es viré de la cour. Après, pas que des Marseillais, donc c'est la campagne qui parle. Non, parce que là, j'ai fait 2 Marseillais. J'aime bien Scred Connexion, du mal à se confier. Y'a ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas, et t'en connais. Mais dans ce monde, on pense tous monnaie. C'est très riche. Un artiste ou un groupe français qui serait sous-estimé selon toi, qui mériterait plus de reconnaissance? Un artiste musique? Oui, musique ou autre, que tu as envie de faire connaître. Mais qui sont déjà connus, les gens dont je vais parler là. La rumeur. Ok. Tu connais? Oui. Mais il y a des gens qui connaissent pas. Alors vrai, peut-être si que pour la nouvelle génération. Si vous connaissez pas la rumeur, il faut foncer. Je suis l'ombre sur la mesure, le violent poison à l'écart de tout soupçon. Dans ce sombre récit dont personne se méfiera, il s'agira de sang sur les murs au crépuscule d'une bavure. Ton dernier concert, Manuel Bompard? Mon dernier concert, franchement, ça compte aux amphis de la France Insoumise, le concert de Médine sous la pluie ou pas? Ça compte. Ça doit être le dernier, parce que malheureusement... Ah, mais depuis, t'as pas fait de concert? Ah non, j'ai pas le temps, moi. Bah, j'écoute, mais... Au moins la fête de la musique de l'AFI, non? Ah oui, j'étais à la fête de la musique, c'est vrai. J'étais à la fête de la musique sur le stand de la France Insoumise et il y avait Médine, il y avait Lee. Ouais. Et DJ Messines. Ouais, bah voilà, t'as bien suivi, c'était bien. Et puis aussi la fête de l'UMA. Mais bon, j'ai rarement le temps d'aller en détail au concert. Mais j'étais allé à un des concerts, je crois que c'était Médine aussi, il y a 2 ans, je pense. Ok. Bah, tu as cité 3 concerts différents, mais 3 concerts de Médine pour autant. Ouais, j'aime bien Médine. Premier épisode du fauteuil. Allez le regarder. Un film politique qui t'a marqué? Rue Santa Fe, Carmen Castillo, sur c'est un film qui fait pleurer, par contre, je préviens. C'est sur les militants du MIR sous la dictature de Pinochet. Okay. Et Carmen Castillo était l'épouse du chef du MIR, et qui a été assassiné par la dictature de Pinochet. Et c'est un film bouleversant. Je conseille à tout le monde, mais il faut avoir le cœur bien accroché. Ok. Moi, je recommande À peine j'ouvre les yeux, un film sur la révolution tunisienne en fil rouge. Je connais pas. Ah bah, regarde, si t'as l'occasion, c'est très sympa. Surtout que la révolution tunisienne a beaucoup inspiré Jean-Luc Mélenchon dans L'ère du peuple, si je dis pas de bêtises. C'est vrai. Un livre que tu recommanderais pour comprendre le moment politique qu'on vit c'est pas très original, mais dans la période, franchement, le livre de Chapoutot sur les irresponsables, il est... C'est une règle du fauteuil. Chaque invité doit nous parler de Yoann Chapoutot. C'est normal. Non, mais honnêtement, dans la période qui vient de s'écouler, il est à la fois très instructif et à la fois vraiment glaçant sur les parallélismes des périodes. Alors, je sais que pendant bien souvent, dès qu'on parlait des années 30 ou pire des nazis en France, on disait c'est un point Godwin. Ouais. Bah, on aurait aimé pouvoir continuer à dire c'est un point Godwin, mais là, malheureusement, il y a de plus en plus quand même de parallélisme de forme. Y compris sur la séquence qui vient de s'écouler avec ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne. Donc le livre de Chapoutot, il me paraît quand même là vraiment d'intérêt général, même si c'est pas très original. Et non, mais c'est général. En tout cas. Après, j'ai lu un bouquin vachement bien pendant plus économique, mais qui est le bouquin de Clément Carbonnier
qui doit s'appeler, je vais écorcher le titre, pardon, l'impasse du coût du travail ou un truc comme ça, que je recommande aussi, parce qu'il démontre comment la politique économique en France, depuis maintenant plusieurs décennies, elle s'est appuyée sur ce mythe que la question, c'est la question du coût du travail, que donc il faut réduire les cotisations, donc réduire le financement de la protection sociale, que tout est conditionné à ça, et il montre à quel point ça marche pas. Et je trouve que c'est super structurant du point de vue économique, même si c'est un peu plus, faut être intéressé un peu plus par les questions économiques. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un super livre aussi. En tout cas, moi, je lance l'invitation à chaque épisode à Ivan Chapoutot pour qu'il vienne sur le fauteuil, surtout parce que j'aimerais lui poser la même question, qu'il me recommande un autre livre que celui d'Ivan Chapoutot. Voilà, j'en ai mis 2 au moins. Ouais, c'est bien, c'est déjà bien. Je vais te remercier Merci à toi. d'être venu. J'espère qu'on a pu aborder la majorité des sujets importants du moment, mais évidemment, on te recevra avec plaisir une deuxième fois pour finir le reste des questions que j'avais prévues. Et merci à vous de continuer de soutenir le média. C'est grâce à votre soutien qu'on peut concurrencer l'empire médiatique des milliardaires et continuer de vous proposer ce genre de format. Donc, continuez de nous aider sur soutenez.lemediatv.fr jusqu'à ce qu'on obtienne un canal sur la TNT et pouvoir accueillir tous les médias indépendants et tous les nouveaux médias sur nos ondes. Merci beaucoup. Merci.